Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue dans cette chronique hebdomadaire Altistoria, la chronique qui humblement ose prétendre mettre en valeur, ou du moins dépoussiérer l'histoire locale, parce que notre territoire altigérien, vous le savez chers auditeurs, puisque vous me suivez de semaine en semaine, eh bien il est riche d'une histoire locale qui a façonné nos modes de vie, nos paysages, nos traditions jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, notre société altigérienne, comme on l'appelle, s'est construite avec les régimes politiques du pays, les religions, les traditions, mais aussi, hélas, les guerres. Et oui, chers auditeurs, les guerres ont aussi façonné le pays, ont aussi façonné notre société et notre territoire de Haute-Loire. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur la première guerre, qu'on appelle aussi la Grande Guerre, la guerre de 14-18, la première guerre mondiale qui, pendant 4 ans, va ravager le pays et le territoire altigérien, qui, bien sûr, n'est pas épargné. On voit alors les hommes des campagnes, puisqu'il n'y a pas de bataille concrète en Haute-Loire, on est d'accord, mais il y a les hommes des campagnes des villes, plus ou moins jeunes, et bien qu'on voit partir au front, dans le nord de la France, et personne ne sait s'ils regagneront un jour leur foyer altigérien. Alors c'est une époque particulière et pour vous en parler, pour vous emmener avec moi le temps d'une chronique dans cette période singulière de notre histoire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour vous, chers auditeurs, Janine Reynaud-Million. Bonjour Janine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Janine, vous êtes, je vous présente rapidement pour nos auditeurs, depuis toujours vous êtes très attachée à la région de Thirange et Boissé, qui sont des villages, c'est ça ? Oui, c'est ça. Des villages qui sont situés dans l'est de la Haute-Loire. Thirange est le village natal de vos parents et grands-parents, où dès votre plus jeune âge, vous y passez vos vacances et en gardez des souvenirs d'enfance, d'amitié, d'insouciance aussi, je suppose. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous êtes passionné surtout de généalogie, de photos, et vous avez écrit 2 ouvrages. Vous avez publié 2 ouvrages, l'un intitulé « Les poilus de Thirange pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée », je les ai en face de moi ici, et l'autre est intitulé « Les poilus de Boissé pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée », imprimé par Copy Média, écrit par vos soins, basé sur vos recherches pendant de nombreuses années, j'imagine ? Oui, c'est ça. J'ai mis à peu près 2 ans et demi pour réussir à faire et à imprimer les 2 livres. Toutes les recherches, c'est ce qui a pris le plus de temps, bien sûr. Avec ces ouvrages, Janine, vous réussissez brillamment, je trouve, à conjuguer votre amour pour l'histoire de ces villages, avec l'histoire avec un grand H, hein, vous le dites même dans vos bouquins, de cette grande guerre, pour retracer au mieux un pan de ces heures tragiques qui ont marqué les générations. Ce sont vos mots, hein, je vous cite, à travers tout le pays, en prenant en exemple ceux de Thirange et Boissé. C'est ça votre, oui, votre ambition ? ça, tout à fait. Mais désormais, Janine, un autre village suscite votre intérêt, celui de Saint-Ferréol-de-Roure. Vous avez d'ailleurs lancé un appel à photos et archives récemment sur le sujet auprès des habitants locaux, dans le but de rédiger un ouvrage dédié à la mémoire de la Grande Guerre pour cette commune. Pourquoi avoir choisi la commune de Saint-Ferréol-de-Roure pour votre prochain ouvrage ? Eh bien, tout simplement parce que j'habite à Saint-Ferréol-de-Roure depuis 40 ans environ, et je partage mon temps entre Thirange et Saint-Ferréol depuis quelques années. Je passe 6 mois à Thirange, 6 mois à Saint-Ferréol, et quand j'ai montré le livre à M. Rivet, le maire de Saint-Ferréol-de-Roure, il l'a trouvé très beau, et donc tout de suite, il a compris également que je pouvais l'adapter pour d'autres communes de la Haute-Loire, puisque j'ai beaucoup de chiffres sur la Haute-Loire, et après, je peux vraiment le faire d'une façon plus spécifique pour un village en particulier. Et donc, comme j'ai des données sur les régiments d'incorporation des soldats, basés à Saint-Étienne ou au Puy-en-Velay, j'ai des données démographiques, des statistiques propres au département en termes de nombre de morts pour la France. Donc, mon livre, en fait, il est bâti en 2 parties, une sur la Grande Guerre, avec des rappels de dates, de batailles, l'argot des poilus, les uniformes, les médailles, la place des animaux, la place des femmes dans la Grande Guerre. Et donc après, je fais une partie plus spécifique sur le village, avec quelques données démographiques également, propres au village, et puis donc des petites informations sur les hameaux, l'origine du village,
Et après, je décline les soldats morts pour la France de chacun de ces villages en faisant une page sur chacun, avec une petite partie sur leur généalogie, donc les noms des parents, sa date de naissance, de décès, le lieu de décès. Quand je suis arrivée à les retrouver, la photo de la sépulture, et puis des informations sur le régiment, à quel endroit précisément se trouvait le régiment, le jour du décès du soldat ou le jour où il a été blessé. Et après, donc j'essaye de faire un petit peu des choses comme ça partout où il est inscrit, après sur le monument aux morts, sur plusieurs listes. Et voilà, j'essaye de dresser quelque chose propre à chaque soldat. Saint-Féréol-de-Roure, c'est côté est de la Haute-Loire, hein, c'est ça? Frontière ligérienne d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Elle surplombe le bassin de l'Ondaine. C'est la première ville de la Haute-Loire, en venant de Lyon et de Saint-Étienne. C'est à 5 km de Firminy, 18 de Saint-Étienne et 60 du Puy-en-Velay à peu près. Elle est située à 725 mètres d'altitude et bordée par la Gampille et la Semaine. Et c'est un ancien village de cloutiers. Je fais d'ailleurs partie également depuis peu d'un groupe de généalogie sur Saint-Féréol qui s'est reconstitué. Et nous travaillons actuellement sur la vie des cloutiers. C'est un autre travail de recherche considérable et très chronophage, mais passionnant à faire également. Je peux juste faire une petite parenthèse pour dire que si j'ai pu faire ces 2 livres et consacrer 2 ans et demi de mon temps à faire ça, c'est parce que mon mari faisait les courses et s'occupait de la maison. Et si je suis arrivée à vraiment les faire imprimer, je le dois à mon fils Didier aussi, qui m'a encouragée parce qu'à la fin, j'arrivais plus. Je relisais, je trouvais des choses à changer, ça n'en finissait pas. Et il m'a dit, mais maman, maintenant, c'est terminé, tu l'as fait, il est bien fait. Je lui dis, mais il reste encore des erreurs. Non, non, mais pas de souci, maintenant lance-toi. Et voilà, sinon je serais peut-être toujours en train de faire des recherches, de vérifier, de contrôler. Merci à votre Non. mari. Il Et s'appelle à comment mon votre fils, mari? Bernard. Bernard et votre fils? Didier. Bernard et Didier. Bien, merci à eux. Effectivement, oui, parfois la vie de famille, c'est compliqué à allier. Pour tout concilier de front, quand on est dans des idées et puis qu'il faut faire autre chose, c'est pas facile, quoi. Il faut. Peut-être plus pour les femmes que pour les hommes. Vous ne pensez pas, Janine? Oui, peut-être aussi, oui. A-t-on des traces d'archives suffisantes sur la Grande Guerre en Haute-Loire en général, mais pour cette commune, vous êtes satisfaite? Vous trouvez que les archives sur la 14-18 ont été bien conservées ou qu'il en manque énormément? Alors, je vais dire que c'est un petit peu le côté frustrant, personnellement, hein, parce que c'est comme à Tirange et à Boissé, je me heurte un petit peu aux mêmes difficultés à Saint-Féréol pour retrouver des archives précises, parce que j'ai pu consulter donc les registres de délibération de l'époque, et puis donc les registres, les actes de décès, les actes de naissance, bien sûr, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver avec quelques cartes postales de l'époque. Et là, le maire, M. Rivet, m'a fait passer également des photos du monument aux morts avant et maintenant, parce qu'il n'y avait pas vraiment un monument aux morts, il y avait juste une plaque avec les noms des soldats. Et donc, c'est un petit peu ce que je trouve dommage, c'est que j'arrive pas bien à comprendre ce manque de documentation propre aux 3 communes que j'ai pu étudier. Donc, peut-être des archives égarées de façon involontaire, je ne sais pas trop, ou d'autres raisons inconnues. J'ai trouvé, il y a des choses sur les archives départementales numérisées. Alors, encore une fois, je remercie les archives départementales qui m'ont été d'un grand secours pour retrouver des recensements, par exemple. Et ce que j'aurais voulu, c'est par exemple pouvoir consulter le dossier des anciens combattants ou du souvenir français. Et j'aurais peut-être pu trouver des photos des soldats, mais bon, ça n'existe visiblement pas. Et donc c'est un de mes grands regrets, on va dire, mais c'est comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu partout pareil, je pense. Au moment de l'annonce d'entrée en guerre par l'État en 14, Janine, quel est le sentiment des habitants de Saint-Féréol-de-Roure? Est-ce qu'on peut retranscrire l'atmosphère de ce village à ce moment-là? Je pense que l'atmosphère était pas vraiment tragique, c'est-à-dire que comme les soldats ne savaient pas du tout où ils allaient, ils pensaient tous être rentrés pour Noël, ce ne serait qu'une simple formalité. Je pense qu'ils n'avaient aucune idée, et leur famille non plus, que cela allait prendre tant de temps et surtout que cette guerre serait vraiment une grande cruauté et avec un nombre impressionnant de morts, quoi. Et donc les femmes après et les enfants ont pris un peu le relais dans les fermes et dans les champs pour effectuer tous les travaux saisonniers. Mais c'est vrai qu'à Saint-Féréol-de-Roure, il y avait des soldats qui étaient mobilisés dans leurs usines.
Saint-Ferréol, c'est un village un peu industrialisé avec des communes comme Monistrol, Pont-Salomon, Firminy, où il y avait beaucoup d'usines. Donc ils étaient mobilisés dans les usines et il y avait moins d'agriculteurs, ce qui peut expliquer aussi que j'ai retrouvé moins de soldats morts pour la France dans cette commune-là. Au moment du départ des hommes au front, Janine, comment est-ce que la commune de Saint-Ferréol-de-Roure arrive-t-elle à vivre ? On rappelle qu'on est quand même dans une société ligérienne, en 14, relativement agricole. On a eu un début d'exode rural avec l'âge industriel à la fin du 19e siècle, mais la Haute-Loire, c'est quand même à l'époque encore une société qui est bien rurale, bien agricole. Donc ça nécessite assurer les récoltes, assurer un rythme de vie paysan, si on peut dire ainsi, entre guillemets. Donc là, la plupart des hommes s'en vont tout d'un coup. Comment est-ce qu'on fait pour assurer le rythme de vie des villages ? Eh bien après, je pense que c'est surtout les enfants et les femmes qui ont pris le relais des hommes à la ferme et dans les champs pour effectuer les travaux saisonniers. Et puis donc, comme je vous le dis, tout le monde pensait être rentré à Noël, donc voilà, personne n'avait conscience de l'ampleur que cela allait prendre. C'est vrai que tous les villages de la Haute-Loire ont quand même payé un lourd tribut, on va dire, à la guerre, puisque le pourcentage de pertes humaines pour la Grande Guerre au niveau national est à peu près de 17%, et en Haute-Loire, il est monté à 25%. Donc parce que les paysans ont tous été mobilisés dans l'infanterie pour monter au front, car ils étaient habitués à travailler par tous les temps et ils étaient de forte constitution, ce qui en faisait automatiquement de bons soldats. Donc il y a certaines communes qui ont été plus ou moins épargnées, notamment donc celles où les jeunes étaient employés dans les usines. Donc à Saint-Ferréol-de-Roure, moi j'ai moins de soldats morts pour la France que pour le village de Thirange et de Boissé par exemple. 25% de pertes sur la Haute-Loire, c'est conséquent, c'est énorme. Ouais. On est d'accord ? Parce qu'on parle simplement, entre guillemets, des soldats malheureusement décédés, mais on ne parle pas des soldats qui reviennent infirmes, handicapés, parfois aussi atteints de troubles mentaux assez forts. Il y en a certains finissent à l'asile quand même. Oui, bien donc, sûr. En termes de chiffres, donc la Haute-Loire, vous me dites qu'elle est quand même durement touchée. Oui. Déjà, première question, qu'est-ce qui explique que la Haute-Loire soit très touchée par rapport à d'autres départements en France en termes de pertes ? Et à Saint-Ferréol, est-ce que la commune, elle, subit aussi des pertes conséquentes ? Oui, mais justement, c'est ce que je vous disais, c'est que dans la Haute-Loire, comme il y avait c'est un côté rural, donc il y avait quand même beaucoup de paysans qui étaient mobilisés dans l'infanterie, donc c'est les premiers qui sont montés au front. Et après, donc à Saint-Ferréol, par rapport à ça, c'est qu'il y avait les soldats étaient mobilisés dans les usines, donc il y a eu un peu moins de pertes, on va dire, à Saint-Ferréol. D'accord. Qu'est-ce qui explique le lien usine-paysan ? C'est-à-dire, on part du principe que les paysans sont plus robustes, plus compétents pour la guerre, pour aller au front, c'est ça en premier ? Oui, et puis donc on leur demandait pas leur avis, quoi. Ils étaient obligés d'être mobilisés, alors que dans les usines, il y avait des tours de garde à assurer. Donc les ouvriers donc, étaient mobilisés dans leur usine pour la continuité du travail, quoi. Et donc on avait moins de chances de mourir. Et voilà, en quelque sorte. On peut résumer ça comme ça, mais il y a quand même plein d'autres choses à prendre en compte aussi. Oui, bien sûr. Mais concrètement, si on vous entend, la population, la classe sociale agricole paysanne a été plus touchée que les autres classes sociales en termes de morts au front. Et moi, j'ai étudié que la Haute-Loire, mais je suppose que ça doit peut-être aussi se retrouver pour d'autres départements, je pense. Au moment de la fin de la guerre, on est en novembre 18, armistice, on le rappelle, le 11 novembre 1918. Certains hommes reviennent, ont la chance de survivre à cette grande guerre, absolument terrible, catastrophique. En termes de pertes humaines, on est à 1,4 million de personnes décédées en France. C'est du jamais vu en termes d'histoire. Comment se passe le retour des survivants ? Est-ce qu'ils reviennent silencieux, meurtris, dans la confession ? Quelle est l'atmosphère à Saint-Ferréol à ce moment-là ? Je pense que c'est comme dans tous les villages, quoi. Les soldats reviennent, comme vous l'avez très justement dit, meurtris, mais quand même assez secrets, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas trop envie peut-être de parler de tout ça à des personnes qui n'avaient pas connu cette situation, parce que c'est un petit peu comme quand ils revenaient en permission, on leur tenait un petit peu, leur famille même leur tenait un petit peu des propos
un petit peu pénible à entendre, quoi. On leur disait pourquoi vous n'arrivez pas à chasser ces boches, si c'était moi ce serait vite fait, et d'autres choses un petit peu de ce style, ce qui fait que les soldats étaient contents de retrouver leur famille en permission, mais parfois ils avaient envie aussi de retrouver leurs frères d'armes, qui eux seuls pouvaient comprendre vraiment la dure réalité, puisque il ne fallait pas en parler, et donc à la fin de la guerre, je pense que ça a été un petit peu pareil. Ils avaient envie de tourner la page et de passer à autre chose, quoi. Le maître mot, c'était le motus bouche cousue pour beaucoup d'entre eux, quand ils sont revenus de la guerre. Oui, je pense. Ils avaient quand même envie d'aller de l'avant, voilà, d'oublier tout ça, parce qu'ils étaient meurtris à vie au niveau moral, hein, je dirais. Ils avaient devant les yeux des images horribles. Alors on rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de cellules psychologiques qui sont mises en place, donc ils se débrouillent avec leurs souvenirs. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y en a qui ont fini un peu à l'asile aussi, ou ils ne connaissaient pas leur nom. Il y a beaucoup de soldats qui n'ont pas été retrouvés, non seulement parce qu'ils sont restés sur le champ de bataille, mais également parce qu'ils ont fini à l'asile psychiatrique sans pouvoir avoir un indice pour savoir son identité, quoi. Les soldats de Saint-Ferréol qui meurent au combat pendant le 14-18, comment se passe le rapatriement de leur corps? Est-ce qu'ils sont enterrés là-bas? Est-ce que les familles peuvent avoir une solution pour rapatrier les corps? Comment ça se passe en termes de... Comment est-ce que les familles vivent tout ça? Oui, alors sur ce point précis, je n'ai pas vraiment d'informations à ce sujet parce que je n'ai pas encore rencontré les descendants des familles que je cherche. Au Saint-Ferréol-de-Roure, j'ai 33 soldats donc morts pour la France. En croisant plusieurs listes, je me fie pas seulement à ce que je trouve comme nom sur le monument aux morts. Moi, je croise des listes officielles. C'est la liste du livre d'or du ministère des Pensions. Il y a d'autres listes de mémoire des hommes, des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai besoin de rencontrer 30 familles de poilus, donc les descendants des poilus. Et là, j'aurais peut-être d'autres informations. Sinon, au niveau archives, on ne sait pas exactement. Moi, j'en suis donc à la phase d'appel aux habitants qui auraient des témoignages, des photos, des anecdotes. Et donc, pour changer, je ne peux pas mettre des informations que j'ai eues sur des soldats de Tirange, par exemple, dans le livre de Saint-Ferréol. Donc, comme j'ai juste la partie la plus importante, en fait, maintenant, elle est dans les mains des Sanferrois, je veux dire. J'espère avoir des retombées, quelques familles qui pourraient répondre favorablement à notre demande de témoignages et documents. Mais je pense que les opérations de rapatriement des corps devaient être une démarche très pénible pour les familles. Et il y a certains soldats qui sont morts sur le champ d'honneur, donc pour lesquels on n'a même pas retrouvé leur corps. Et ceux qui ont pu faire rapatrier leurs soldats, donc ils ont pu le faire, mais dans des cercueils plombés pour éviter tout risque de contagion ou d'autres problèmes, quoi. Après, c'est vrai qu'ils devaient être quand même contents, les familles, enfin, entre guillemets, si on peut dire ça, d'avoir pu faire rapatrier le corps du soldat. Qu'est-ce qui reste concrètement aujourd'hui, Janine, de la Grande Guerre à Saint-Ferréol-de-Roure? Eh ben, hormis le monument aux morts et les cérémonies, donc comme dans tous les autres villages, 2 fois par an, le 11 novembre et le 8 mai, il n'y a pas vraiment d'autre occasion d'évoquer cette triste période. Personne n'en parle, sauf à l'occasion du centenaire de 2018, où les archives départementales ont fait vraiment un travail énorme de recensement, de documentation, de synthétisation de documents. Ils ont fait appel à pas mal de monde. Tout le monde a cherché dans son grenier, justement, dans une vieille boîte d'archives, et ont pu trouver des photos, des choses comme ça. Et à Saint-Ferréol-de-Roure, donc le monument aux morts a été réalisé en 2018 au moment du centenaire. Donc avant, il n'y avait qu'une plaque posée à terre, mais moi, ce que j'aimerais faire justement maintenant, c'est pouvoir transmettre aux jeunes générations. C'est ce que je mets dans mes conclusions d'ailleurs. J'ai fait 2 conclusions. Une conclusion où je dis que tout n'est pas réalisé, tout n'est pas fini dans ce travail de recherche. Moi, par exemple, j'aurais aimé faire une représentation géographique des lieux de décès de chacun des soldats du village, pour pouvoir les situer, enfin, pour que ce soit plus explicite. Mais pour ça, il fallait avoir un logiciel spécifique de géographie. Enfin, j'avais pas tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu faire, mais je donne quelques pistes justement, et ces pistes pourraient peut-être servir dans les écoles pour faire travailler les enfants sur un sujet en particulier. Ça, j'appelle ça les recommandations pour l'avenir. Ben, ça, c'est mon fils Didier qui m'a aidé à faire la conclusion et cette partie-là. Et donc, ce serait bien qu'on puisse faire un travail avec les écoles, soit pour faire une petite conférence, pour en parler aux enfants et pouvoir rencontrer les directeurs d'école et leur en parler. Ça fait partie aussi des projets que j'ai pour l'avenir.
après avoir eu donc des témoignages et des choses pour illustrer mon livre sur Saint-Ferréol. C'est important de se souvenir, Janine. Ah ben, bien sûr que c'est important de se souvenir, Pourquoi? parce qu'il y a le devoir de mémoire que tout le monde ne doit pas oublier. Pour ça que dans mes livres, c'est les poilus, pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée. Il faut se souvenir, bien sûr, de tout ce qui s'est passé, de cet épisode tragique. Il faut que personne n'oublie. Et c'est pour ça que c'est dommage de ne pas trop en parler, hormis à ces dates spécifiques. Dans un de vos ouvrages, vous dites, je vous cite, pour que plus jamais la guerre ne s'invite dans nos vies. Est-ce que ce souvenir, c'est permettre potentiellement d'éviter que ça se reproduise? Eh bien, on peut dire que peut-être, oui. Par cette phrase, moi, ce que je veux dire, c'est que si on explique bien les tenants et aboutissants de la guerre, on peut peut-être trouver les moyens de faire en sorte qu'elle ne revienne plus du tout à l'ordre du jour pour chacun d'entre nous, et que ce devoir de mémoire peut en effet contribuer, mais même si ce n'est pas la clé suprême pour que cela n'arrive plus, car c'est bien plus complexe que cela. Il faut tenir compte du contexte géopolitique, il faut tenir compte de plein d'autres choses. Ce serait trop simple, c'est un petit peu utopique ce que je dis là, mais c'est un souhait aussi, on va dire. Oui et non. Il faut se dire que peut-être que... En tout cas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que le devoir de mémoire qui est né quand même sous Jacques Chirac dans les années 90, il a été construit pour ça, pour informer dans le but de se souvenir et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Alors effectivement, est-ce que depuis 1995, il n'y a plus de guerre ? Je pense pas. Oui, voilà. En tout cas, Ce serait trop simple. Ce serait trop simple, mais je pense que cette chronique et les autres, puisque c'est le cas aussi des autres chroniques qu'on a abordées ensemble, sur notamment les poilus de Thirange et de Boissé. Je vous invite, chers auditeurs, à aller d'ailleurs les découvrir en podcast si vous ne les avez pas encore entendus. On a fait 2 autres chroniques avec Janine, donc sur les poilus de Boissé et de Thirange et sur les poilus en Haute-Loire durant la Première Guerre mondiale. Et on essaie de mettre en avant cette mémoire de la Première Guerre dans l'objectif très modeste, et bien de mettre en lumière ce qu'ont vécu nos poilus altidigériens pendant cette Première Guerre mondiale. Et en tout cas, c'est ce que vous nous avez, je trouve, brillamment donné. Janine, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli et puis d'avoir mis un petit peu en avant ce travail de longue haleine. J'ai mis 2 ans et demi pour faire les 2 livres et plus 1 an là maintenant pour faire celui de Saint-Ferréol. J'ai commencé il y a 1 an. Et vous avez réussi, Janine, je trouve brillamment, à allier l'histoire avec un petit H, avec l'histoire avec un grand H, notamment en y mettant votre cœur, votre famille, votre sang, votre histoire paternelle, maternelle, enfin en tout cas l'histoire de vos ancêtres. Et quelque part l'histoire de vos ancêtres au travers de ces villages, elle représente en fait l'histoire de milliers d'altiligériens qui ont, en fait on a tous des ancêtres qui ont fait cette guerre, qui sont partis au front. On a tous un poilu en nous quelque part, dans notre sang. Oui, bien sûr. Et je vous invite, chers auditeurs, vraiment à prendre connaissance des travaux de Janine. Je rappelle les 2 ouvrages qui ont été publiés via Copymédia. Les poilus de Thirange, pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée. Les poilus de Boissé, pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée, avec un 3e ouvrage qui arrivera bientôt, sur Saint-Ferréol de Roure, s'il arrive un jour, mais en tout cas je pense que... Pas avant 2024, si vraiment tout le monde... Enfin, si j'ai de quoi illustrer le livre. En tout cas, il y en a 2 ouvrages existants que vous pouvez vous procurer, si vous voulez vous pencher, chers auditeurs, sur les travaux de Janine. Pour acheter vos ouvrages, on s'y prend comment, Janine ? Eh bien, donc on peut me contacter par téléphone ou alors par mail ou sur mes pages de Facebook. J'ai une page sur Thirange Haute-Loire, tout en majuscule, sans tirer, sans rien. Une page Boissé Haute-Loire. J'ai une page sur les livres sur les poilus de Thirange, Boissé, Saint-Ferréol de Roure. J'ai une page sur Généalogie Haute-Loire. Et mes livres donc, sont disponibles à la mairie de Thirange, à la mairie de Boissé, à l'office de tourisme de Monistrol-sur-Loire, à l'office de tourisme de Bassin-Bassé et au restaurant Le Thirangeois à Thirange. Donc je remercie aussi tous ces organismes, les maires bien sûr également, et puis les personnes d'office de tourisme qui ont bien accepté de prendre mes livres
en dépôt pour en faire un petit peu de publicité de leur côté également. Et pour retrouver Janine, chers auditeurs, c'est donc sur Facebook. Elle a une page, donc elle anime effectivement tous ces groupes Facebook dans lesquels vous pouvez retrouver ses actualités. Elle s'appelle Janine Million, Jeanine, plus loin Million, comme 1 million au singulier. Je vous remercie beaucoup, Janine. Merci à vous de l'accueil que vous m'avez réservé. Merci à vous aussi, chers auditeurs. On espère qu'on a réussi à vous emporter, à vous emmener avec nous dans l'histoire altigérienne de cette grande guerre qui a, on peut le dire, marqué notre histoire et l'histoire de nos ancêtres. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.